J'ai eu de gros problèmes de santé à la naissance du petit, ce qui fait que je me suis dit, si je ne peux plus danser avec mes jambes, ce qui était le cas, eh bien, je vais travailler sur la danse. J'étais déjà passionnée par cette vision de la danse au Moyen-Âge, mais je m'interdisais à l'époque, comme tous les bons universitaires, de danser ou d'essayer de danser ces danses du Moyen-Âge parce que voilà, c'est écrit dans les sons des sources écrites, et puis il n'y a pas de pas, et puis il n'y a pas de chorégraphie, et patati, patata. Donc je me disais, bon non, faut pas faire, faut pas essayer, tout ça. Ça me démangeait un peu, mais enfin je faisais pas. Un jour, je rencontre un instituteur qui travaillait sur l'orchésographie de Toine Warburg, qui est donc un petit traité de danse de la fin du XVIe siècle. Il dit, mais regarde, il y a plein d'endroits, c'est plein de trous, il y a plein d'endroits où on imagine, on ne sait pas. Est-ce qu'on danse vraiment comme les gens même si le traité est bien fait il me dit, tu devrais essayer quand même avec ce que tu as comme source, tu as énormément de choses, de quand même tenter d'essayer de danser les danses du Moyen-Âge. Et en fait, on a commencé à travailler comme ça sur d'abord la mauresque et la danse macabre, parce qu'on avait énormément de sources là-dessus. Et puis, j'ai continué à travailler sur d'autres formes de danse du XIIe au XVe siècle. Il me manquait la musique, et la musique, je ne suis pas musicienne ou très peu, et c'est compliqué. La musique médiévale, on ne peut pas l'aborder comme ça, comme n'importe quelle forme de musique. Elle est vraiment spécifique, et j'avais besoin de gens qui avaient des notions de musicologie et qui étaient trempés dans la musique médiévale. Et là, je rencontre Christophe Deslignes, qui avait eu le même professeur que moi, qui avait travaillé avec Andrea Francalanci aussi. Et du coup, on s'est entendu tout de suite, on était sur la même longueur d'onde, parce qu'Andrea nous avait passé sa passion et sa même vision de la danse du XVe siècle. Et lui, avec son côté musical, et moi avec le côté plutôt recherche, source iconographique et littéraire, on a pu créer une petite unité de recherche. Xavier Terrassa nous a rejoint à ce moment-là, et là lui aussi avait travaillé énormément sur la musique médiévale, donc c'est vrai qu'il nous a aussi beaucoup aidés, et on s'est dit, mais il faut que on publie quelque chose sur toutes ces recherches que l'on a fait depuis des années tous, et il faut qu'on s'y mette. Il en manque quelques-uns. Le début est bien. Catherine, ça va faire 20 ans qu'on s'est rencontrés sur un salon. Et par contre, ce qui nous a intéressés, nous, dans nos chemins de vie séparément, elle et moi, peut-être de reconstituer d'après les musiques, qui nous paraissaient être des musiques chantées à danser, des musiques instrumentales à danser, toutes ces différentes danses, et aussi danses du coup sacrées, danse de pèlerin, danse de moine, qu'on voit représentées en images, qu'on voit représentées en son dans les manuscrits, fixées. Et comment ça pouvait être dansé. Donc on a fait ce travail de recherche séparément avant de se connaître, et ensuite on l'a continué ensemble, et on continue toujours parce que c'est très vaste en fait. On a fait une liste de plus de 500 musiques à danser, potentiellement reconstituables. Et là, on en aura reconstitué peut-être seulement 120 à peu près. À cette époque-là, et c'est une chose aussi qu'on a compris au fur et à mesure, par exemple, ils ne supportent pas de faire 2 fois la même chose. Par exemple, une danse, quand on va avoir 2 fois le même morceau de musique ou 2 fois la même chorégraphie, il va y avoir toujours un petit changement. Soit ça va être la même chorégraphie mais sur 2 morceaux de musique différents, soit ça va être le même morceau de musique mais on aura 2 chorégraphies différentes. On ne supporte pas, à cette époque-là, de faire toujours la même chose. Il faut que les choses soient toujours ornées. Un peu comme quand on regarde les manuscrits médiévaux, où il y a ces marginalia qui sont toujours dessinés et qui se ressemblent jamais. C'est vrai que quand on tourne les pages du livre, on a l'impression d'avoir une unité.
mais tout est différent. C'est-à-dire que chaque fois, on va avoir un petit personnage différent, on va avoir un animal différent, des fleurs différentes, mais quand on va tourner les pages du livre, on aura une unité. Et c'est exactement pareil pour la danse. C'est vraiment leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire que les choses doivent avoir une unité, mais chaque petite chose doit avoir sa propre existence. Dans ma manière de reconstituer des musiques à danser, il va y avoir un langage instrumental, une logique de forme instrumentale qui va être prépondérante. Et Catherine, elle a une approche en tant que danseuse aussi, parce que depuis sa plus tendre jeunesse, elle n'a jamais cessé de danser. Elle a une approche d'historienne, puisqu'elle est docteure en histoire médiévale. Elle a fait une thèse fondamentale sur les danses médiévales, à l'époque romane et gothique. Et donc, ce qui est intéressant, par exemple, c'est tout concret. Moi, je vais vraiment me baser sur des carrures instrumentales et suivre vraiment la carrure en tant que danseur et en tant que participant à une danse, en faisant un début, un milieu, une fin. Elle va plutôt faire des enjambements. Elle va plutôt aller au-delà des carrures et enjamber des carrures, par exemple. Mais c'est aussi sa personnalité qui est différente de la mienne. Donc ça rentre en compte aussi, parce que c'est une reconstitution très subjective. On met vraiment de notre cœur, de notre âme, de notre esprit dans ces manières de reconstituer le patrimoine immatériel. C'est impossible de donner une vérité. En fait, chaque personne qui va lire ce texte, le texte va trouver sa propre vérité. Va dire, oui, mais moi, je ne vois le pas comme ça. C'est un travail qu'on fait souvent en stage. Je donne les textes et je donne à un petit groupe de gens le simple, le double, la reprise, le branle. Eh bien, très souvent, ils ont de nouvelles manières de faire le pas parce que c'est tellement flou que ça laisse une grande liberté aux danseurs. Même si c'est le même pas, il va avoir quand même, selon la personne qui le fait, eh ben, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Ils ne vont pas comprendre tout à fait de la même manière là, le texte du metteur. Donc on a préféré donner directement les sources et non pas une interprétation à nous. On la donnera peut-être sous forme de vidéo après, mais on ne veut pas figer les choses parce qu'elles n'étaient pas figées à l'époque et on ne voit pas pourquoi. On donnerait notre propre interprétation de tel pas ou de telle chorégraphie en disant c'est comme ça que ça doit se faire et pas autrement. Est-ce qu'on est lassé par une recherche? Je ne crois pas. C'est comme les jeux, hein. C'est pareil, c'est un jeu en fait. C'est un peu comme ces jeux vidéo où on découvre toujours des nouvelles salles et il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a une énigme, ou il y a... Mais c'est pareil, la recherche en fait, on découvre de nouveaux manuscrits, de nouvelles portes et là on se dit mais il y a ça, mais pourquoi il y a ça? Et là ça y est, ça devient l'énigme, la nouvelle énigme. Et est-ce que j'avais ça ailleurs dans les autres manuscrits? Il faut que j'aille voir. Alors on retourne dans les manuscrits, on se dit ah mais oui, mais en fait ça existait, c'était là, je l'avais pas vu parce que c'était moins prenant, moins visible. Et du coup c'est passionnant parce que c'est toujours novateur. Moi, je dis que c'est comme un énorme puzzle que l'on sera en train de faire. Alors, on met des petites pièces. Entre les pièces, on se dit que le dessin, il doit ressembler à peu près à ça. La dame, elle doit peut-être lever le bras, ou alors le monsieur, il a vu un pied. Mais on ne sait pas. Puis quand on trouve une pièce qui va compléter, puis qu'on voit qu'en effet, la dame lève le bras, on est très content. Puis quand on voit qu'elle baisse le bras, on dit, bah oui, on se trompe, elle le baisse, elle ne le lève pas. C'est ça qui est passionnant, c'est de toujours découvrir, toujours se dire, mais j'ai pas la science infuse, je sais pas, mais petit à petit, je vais avoir des bribes de savoir, je vais avoir des bribes du voile qui vont se soulever, et c'est ça qui est intéressant. Moi, mon seul pouvoir, c'est de faire passer, justement, de donner, d'offrir à ceux qui en ont besoin. Et j'ai écrit mes livres, en fait, c'est parce que je voulais pas emmener tout mon savoir au cimetière. Et je voulais le donner à tout le monde. Donc voilà, moi, s'il y a des jeunes chercheurs qui veulent venir discuter avec moi, on sera toujours bienveillants, ouverts et pas de problème.